Alors, bonjour. On m'a demandé de venir parler de la chaire, qui est peut-être pas un regroupement au sens strict du terme, mais qui le devient peu à peu. Alors, vous parler un peu de l'historique. Cette chaire-là existe depuis 2010. Et au départ, c'était une chaire qui était beaucoup orientée sur mes principaux axes de recherche, qui étaient les risques de VIH et d'hépatite C liés à la consommation de drogue, les autres risques un peu comme les surdoses et la mortalité. Mais peu à peu, la programmation s'est diversifiée pour notamment tenir compte des concepts qui évoluent en toxicomanie, notamment toute la question du craving, des addictions comportementales ou même de la notion même de consommation plus ou moins sévère. Donc, des choses qui, les concepts ont évolué avec l'arrivée du DSM-5. Il fallait que la programmation s'ajuste en conséquence. On a voulu aussi que la programmation tienne compte des changements environnementaux. À l'époque, en 2014-2015, on parlait moins du contexte légal, par exemple la légalisation du cannabis, mais ici, on voyait surtout la question des changements de substances, les drogues de synthèse, les médicaments. Donc, il fallait aussi que la programmation en tienne compte. Et évidemment, je voulais aussi que la programmation tienne compte formellement de l'implication grandissante des jeunes chercheurs avec lesquels je travaille à la faculté. Donc, l'idée a été de revamper un peu cette programmation pour tenir compte de tous ces aspects, tout en poursuivant, je dirais, dans une perspective multidisciplinaire qui est un peu, je dirais, une des pierres angulaires de cette chaire qui a toujours travaillé en collégialité avec d'autres disciplines, que ce soit la médecine, la psychologie, l'anthropologie et la sociologie, qui n'est pas si molle que ça, finalement. Alors maintenant, donc, la programmation inclut la consommation problématique de substances qui va de faible à sévère, donc pas seulement les questions d'abus ou de dépendance. On s'intéresse aussi au profil de consommation à haut risque, dont la polyconsommation, dont on parle pas assez à mon avis, et évidemment des consommations qui entraînent toujours des risques importants pour les questions de morbidité physique, bien sûr les infections, mais également d'autres conséquences comme les surdoses ou les traumatismes routiers. On s'intéresse à un plus large spectre de substances. On inclut l'alcool, bien sûr, mais aussi les médicaments consommés à des fins non médicales, les nouvelles substances et un large spectre d'autres comorbidités, dont la douleur récemment et les problèmes de santé mentale. Alors, je ne les nommerai pas, vous savez lire et je pense que vous les connaissez tous. Voici donc le nom des chercheurs associés à la chaire. Le nom de la coordonnatrice qui est ici dans la salle, Émilie Laverdière, et un professionnel de recherche qui travaille avec moi depuis une dizaine d'années, qui est anthropologue, Nelson Arruda. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce que font tous ces gens, vous pouvez avoir accès à la description des membres de l'équipe en cliquant sur le lien. Je pense que ça va être disponible sur le site de l'IUD. Les types de projets, alors en termes de méthode, on travaille beaucoup avec les études épidémiologiques, soit descriptives ou explicatives, mais on travaille aussi avec les méthodes qualitatives, des méthodes variées. Ça peut être des focus group, ça peut être la méthode anthropologique par observation participante, les entrevues semi-dirigées. Et de plus en plus, on travaille avec les devis mixtes, donc en essayant vraiment de faire parler les méthodes ensemble. L'idée étant vraiment que les méthodes mixtes nous permettent tout le temps d'avoir des résultats, à mon avis, beaucoup plus riches que les études monométhodes. On fait aussi de plus en plus d'études interventionnelles ou évaluatives. Encore une fois, on travaille à développer des interventions novatrices pour réduire les conséquences de la consommation, et dans les méthodes, on inclut aussi les essais randomisés. Alors ici, je vous ai fait un petit dessin pour simplement illustrer le fait qu'on travaille souvent, on n'est pas parfait comme le risque au niveau des partenariats, mais on travaille fort à impliquer les partenaires à tous les niveaux, je dirais, là, tant au niveau de l'idéation, mais il faut dire qu'on travaille avec des partenaires de très longue date, alors souvent on a besoin d'une tonne de réunions pour s'entendre sur ce qui est prioritaire au niveau des projets.
et souvent, il y a une espèce de fécondation croisée, si je peux dire, au niveau des idées. Donc, les partenaires sont souvent impliqués au niveau des idées, au niveau de la conception des projets, bien sûr au niveau de la réalisation des projets, mais aussi au niveau de tout ce qui est diffusion et partage de connaissances. On parle de partenaires institutionnels, universitaires, mais aussi beaucoup de partenaires communautaires. Beaucoup de mes travaux ont été faits en collaboration avec les partenaires communautaires qui travaillent en réduction des méfaits ou en itinérance, principalement à Montréal, mais pas seulement à Montréal, à travers le Québec. Bien sûr, je travaille beaucoup aussi dans une perspective de santé publique puisque je suis médecin de santé publique de formation. Donc, je travaille beaucoup en collaboration avec l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Vous voyez ici la longue liste de partenaires avec lesquels on travaille, et puis peut-être que j'en oublie. Je n'ai pas nommé toutes les universités québécoises puisque ça va de soi un peu là, que je travaille avec la plupart d'entre elles, mais aussi des universités d'autres provinces ou américaines, l'INSERM en France. Et donc, voilà pour ce qui est de la liste. Ici, je voulais peut-être illustrer un peu, l'idée, c'est aussi d'illustrer comment les étudiants peuvent bénéficier finalement de cette infrastructure. J'ai décidé d'illustrer un peu certaines publications qui ont été faites par les étudiants dans le cadre d'une équipe de recherche qu'on a eue financée par les RSC qui s'appelait COSMO, qui était une étude sur les troubles de santé mentale et les conduites à risque de VIH et d'hépatite C chez les usagers de cocaïne. Alors, vous voyez ici le nom des étudiants étant souligné, quelques publications qui ont été produites grâce à cette subvention d'équipe. J'ai promis de parler d'un peu de résultats, donc je vais faire vite. Ici, il s'agit d'un papier qui a été publié cet été et qui est basé, au fond, c'est une étude qui s'intéressait à la consommation de médicaments psychotropes chez les usagers de cocaïne et qui a utilisé la méthode anthropologique par observation participante sur le terrain et entrevue semi-dirigée pour essayer de voir comment la consommation de médicaments s'inscrit dans la consommation de substances chez les personnes de la rue. On ne s'intéressait pas ici aux opioïdes, mais vraiment plutôt aux benzodiazépines, antipsychotiques, ce genre de médicaments-là. Un résultat intéressant, c'était que les gens avaient beaucoup de réserves par rapport à leur consommation de ce genre de substances, disant, et je cite, que c'était des pilules pour les crackpots ou les gens qui sont fous. Donc, c'était un peu difficile de leur faire parler de cette consommation-là, mais une fois la confiance établie, on a pu avoir de l'information sur ce qui les amène à consommer, soit pour réduire les effets stressants ou rushants de la cocaïne, soit pour améliorer les effets de l'héroïne, soit pour le simple plaisir de la chose, ou encore pour soulager des problèmes, que ce soit le sommeil ou de la douleur. Un autre papier a été réalisé sur la base de données quantitatives de cette étude auprès des usagers de cocaïne, qui comprenait une étude de cohorte prospective où on suivait des usagers de cocaïne aux 3 mois. On a recruté 600 quelques usagers qui s'injectaient ou fumaient le crack. Et on a fait une analyse parmi eux sur la consommation, pas la consommation, mais le jeu pathologique. Et j'attire votre attention ici sur le fait qu'on avait quand même 18,4 % des usagers, qui quand même sont des consommateurs de crack ou s'injectent la cocaïne, qui disaient en fait pas qui disaient, mais qui cotaient pour un problème au niveau du jeu, soit un jeu modéré ou carrément pathologique. Et quand on essayait de distinguer finalement ces personnes des autres usagers de cocaïne, on ne trouve pas énormément de différence, sauf pour les croyances erronées qui sont plus nombreuses dans cette population-là. Par exemple, l'idée qu'il est possible de se refaire, qui est une des caractéristiques qui distinguent les deux groupes. Enfin, une autre étude qui a été menée par Annie Lévesque en co-supervision avec Dr. Julie Bruno, qui a étudié le lien entre la détresse psychologique, les troubles de santé mentale et les conduites de partage de seringues chez les usagers de drogues injectables. Donc, on a fait une analyse dans le sous-groupe des usagers de cocaïne qui s'injectaient de la coke dans cette étude et on a regardé s'il y avait une association entre la détresse, différents troubles de santé mentale et le partage de seringues. Et ce qu'on a documenté, c'est que
le lien entre détresse psychologique et partage de seringues disparaît quand on contrôle pour le trouble d'anxiété. Et notre hypothèse, ce serait que l'échelle K10, qui mesure la détresse, entre autres, la détresse psychologique, mesure peut-être ici la détresse induite par la consommation, alors que le trouble anxieux, lui, qui est un trouble diagnostique, rentrerait d'ailleurs davantage en jeu quand il s'agit de partager le matériel. Alors, ici, vous avez d'autres exemples de papiers qui ont été produits dans le cadre de nos études dans la cohorte Saint-Luc et dans le cadre de d'autres projets, donc des projets sur le jeu, sur les conduites sexuelles à risque chez les hommes gays, l'initiation à l'injection de drogue, les surdoses de drogue, et j'en passe. Alors, juste pour terminer, je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est que les étudiants peuvent non seulement bénéficier de bourses pour faire des projets super intéressants, mais aussi on leur offre une certaine infrastructure grâce notamment à l'aide de la coordonnatrice pour faire du partage de connaissances et aussi s'impliquer dans l'enseignement. Une des choses qu'on fait de plus en plus, ce sont des capsules vidéo qui sont disponibles sur de la chaire où on présente des résultats de papier publiés très souvent, mais d'une manière un peu plus vulgarisée, un peu plus vivante, ce qui permet aux personnes qui ne lisent pas nécessairement la littérature scientifique d'avoir accès aux résultats. On a aussi, bien sûr, on organise des activités. L'année dernière, on a fait une activité en collaboration avec la IDQ et l'NSPQ de transfert de connaissances sur les résultats de Cosmo, notamment. Les étudiants ont été impliqués. Les étudiants, en fait, les stagiaires post-doc peuvent aider aussi pour ce qui est de l'enseignement, notamment au niveau de la co-supervision d'étudiants. Et bien sûr, les étudiants seront impliqués dans l'école d'été à venir, qui est un projet conjoint avec l'IUD et le RISC. Finalement, quelques sujets d'actualité en développement, bien sûr, le cannabis, notamment le cannabis et la sécurité routière va faire partie là, des projets principaux qu'on va mettre de l'avant grâce notamment à la contribution de Marie-Claude Ouimet. Les questions de sexualité et consommation, particulièrement le chemsex, qui est un sujet assez important concernant les risques de VIH, notamment dans la population des hommes gays. Le sujet du travail et de la réhabilitation, ce dont Anna a parlé tantôt. La prophylaxie pré-exposition contre le VIH, qui est une nouvelle manière de prévenir le VIH chez les personnes qui ont des conduites à risque. Et le sujet de la douleur et la consommation de substances psychoactives, dont Lise Dasseux va vous parler après moi. Alors, si vous en voulez en savoir plus, voici le site. Merci. Est-ce que c'est possible de garder la référence pour comment vous écrire? L'email vous a dit où nous écrire, mais je n'ai pas le temps d'écrire le nom. Et puis aussi, où est-ce qu'on peut trouver les capsules vidéo? Pour le site, oui, OK. Je ne sais pas, OK, vous voulez la remettre? Oui, on va la remettre. Ça va être aussi posté, je pense, sur le site de l'IUD. C'est bon? Vous pouvez taper chaire de toxicomanie dans Google. C'est vraiment les premières sorties. C'est bon?